Bonjour, bienvenue à cette septième séance de webinaire. Le sujet étant aujourd'hui accélérer l'innovation grâce aux communautés. Est-ce que vous m'entendez bien? Pouvez-vous me le dire dans le chat, s'il vous plaît? Car je n'ai pas pu vérifier auparavant si le son était bon. Donc, m'entendez-vous? Super, merci Sandra. Si vous pouvez prendre un café, il n'y a pas de problème, servez-vous. Là, j'ai mangé et là, c'est un petit café pour un grand café pour pouvoir tenir 3 quarts d'heure avec vous sur le sujet qui me tient à cœur, c'est communauté et innovation. Alors aujourd'hui, on aura d'abord, on va parler un petit peu de communauté et d'innovation, et de communauté d'innovation, ce qui effectivement fait rappel. Un cas concret. Rappelez-vous, la fois dernière, j'ai parlé d'un cas concret d'Ubisoft et qu'on n'a pas eu le temps de traiter parce que ça passe très vite, 3 quarts d'heure. Avec vos questions et tout, c'est passé très vite. Donc là, j'ai parlé d'Ubisoft justement pour l'innovation, les communautés de l'innovation chez Ubisoft. Et puis après, traiter des besoins des acteurs, des liens, du rôle des managers, de comment faire pour que ça marche, pour que vous ayez une idée effectivement de comment faire pour que les communautés aident votre business, votre entreprise, votre organisation à mieux innover. Et ça existe depuis quand même quelques années. Donc, d'abord, on commence par comment vous sentez-vous. Donc, je vous rappelle toujours la même méthode. C'est très sympa pour pouvoir se dire est-ce que ça va bien ou pas. Vous allez en bas, vous prenez un petit écran pour dessiner, par exemple, là, et vous mettez, tac, donc Elodie a commencé et a dit qu'elle était heureuse. Donc, je suis super content. Merci, Elodie. Et donc, je vous laisse, prenez en bas le petit pointeur. Il y a une souris, vous choisissez la souris, vous prenez un autre stylo de la couleur que vous voulez et vous mettez votre nom. Très facile. Donc, on voit qu'Elodie a réussi. Ah, et celle aussi a réussi à le faire. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, comme ça, vous vous positionnez par rapport. C'est très sympa dans une réunion d'équipe ou de communauté, par exemple, pour pouvoir avoir une meilleure de. Toujours pareil. Ma question fétiche, c'est pas comment ça va, mais c'est comment vous sentez-vous. Le comment ça va, la réponse d'habitude, c'est très bien, merci, et toi, et on se fiche de la question et de la réponse. Alors que comment vous sentez-vous, ça implique une réponse un peu plus charpentée qui va directement dans le sentiment, le feeling. Et là, comme ça, on a une meilleure relation avec la personne parce qu'au moins, elle voit que vous faites attention à elle, comme on dit en anglais, le care. Super important. Je vois que tout le monde va super bien, est heureux, donc je suis super content. Et donc, on peut continuer dans la bonne humeur, l'atmosphère. Et Sandra, mais super, du verre, c'est vraiment génial. Donc, super. Continuons comme ça. Donc, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Donc là, j'ai fait la synthèse de tout ce que vous m'avez dit quand vous êtes inscrit à ce séminaire. Quels étaient vos sujets de prédilection qui étaient reliés à ce séminaire? Et on voit très bien que la problématique, c'est la confiance, évidemment, les techniques d'apprentissage, l'innovation et collaborer, évidemment, comment les nouvelles communautés, comment on crée une nouvelle communauté. Ça, c'est un sujet que je traite pas mal en entreprise chez des clients, c'est comment créer des communautés, comment créer beaucoup de communautés, comment créer un programme de communauté, ou même comment créer une communauté. Et surtout, la créer, c'est une chose, mais comment s'assurer qu'elle va vivre grâce justement au rôle de l'animateur, de l'animation et tout ce que je dis déjà depuis plusieurs mois sur le sujet. Donc ça, je fais ça souvent en entreprise, que ce soit public, privé, grosse, petite. Et donc, comment créer des communautés pour le partage de connaissances? Ça, évidemment, c'est un des besoins des communautés, c'est une de leurs objectifs, c'est partager du savoir et de la connaissance. Et puis, Scale Up, là, la dernière, c'est intéressant, l'entreprise croît, différents pays, et comment gérer effectivement à mettre en relation les gens. Et une des meilleurs moyens, ça on le verra dans le cas du Ubisoft, c'est les communautés par rapport à ça. Donc, ça, c'est le sujet. Et Sandra dit pas doué, mais happy. Alors voilà, je dis oui, je suis happy, effectivement. Mais il n'y a pas de problème, tout le monde peut jouer à ce petit jeu avec les petites checklists. Donc n'hésitez pas, des questions dans le chat et j'y répondrai effectivement au fur et à mesure de mon exposé. Alors l'innovation et l'entreprise, donc clairement tout le monde rêve de l'accélérer, ça c'est un grand classique, je ne vais pas en mettre des tartines. Mais ce qu'on remarque fréquemment, souvent, c'est
Bon, j'ai laissé ouvert hein, le fait que vous pouvez mettre des trucs. Donc, je jouais pas trop avec les petites couleurs, mais si vous voulez souligner un truc ou d'autre, je vous laisse, vous avez le droit de le faire. S'il y a de l'abus, je coupe, mais jusqu'à maintenant, allez-y. Donc, le classique, ben, c'est le fameux pipeline. Hein, c'est je commence en amont, on réfléchit à plusieurs, blablabla. Il y a des stage gates, donc des jalons pour voir où on va. Et puis à la fin, ben, on aura produit le produit, mais évidemment trop tard parce que le temps qu'on fasse tout ça, ben, le marché a déjà bougé, les clients veulent autre chose, les consommateurs, nana, les concurrents sont déjà avancés et votre pipeline, il a peut-être duré 2 ans, mais au bout de 2 ans, c'est trop tard. Donc ça, tout le monde le sait. Donc, on a évidemment maintenant le mot qui fait fureur, c'est le mot agile. Tout le monde veut être agile, donc d'où le fameux cercle d'agilité où là, effectivement, on commence petit, on fait des cycles, blablabla, et on sort le machin beaucoup plus tôt. Évidemment, avec l'agile, va en parallèle, ce qui peut aider justement pour tester, valider des idées, pour les mettre en œuvre. Et en s'interfaçant avec la structure formelle de l'entreprise, eh bien, c'est là que les communautés peuvent jouer un rôle pour encore plus accélérer cette agilité liée effectivement aux communautés. Alors, j'avais publié un article dans LinkedIn, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je vous mets le lien dans le chat en bas. Article qui, effectivement, on parlait beaucoup plus en détail de ce que je vais vous dire ce matin. Donc, c'est un bon moyen aussi de pouvoir vous remettre des choses en tête par rapport à ces problématiques d'innovation et de communauté. Alors, pourquoi je pense que c'est important? Parce qu'effectivement, c'est la communauté. Alors, c'est un groupe informel, d'abord. C'est hyper important. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une équipe. Alors après, il y a plein de communautés différentes. On parle des communautés de pratique, communautés d'utilisateurs, des communautés d'intérêt, des communautés épistémiques, des communautés qui sont pilotées, des communautés qui sont spontanées, qui sont internes, mixtes, externes. Donc, il y a plein de types de communautés. Mais moi, je vais parler au sens large des communautés. Alors, après, j'irai un peu plus dans le détail, mais au moins, c'est les communautés. C'est un groupe informel, donc ça, c'est super important, c'est très différent d'un projet. Et comme c'est un groupe informel, les gens sont des passionnés et donc ont envie d'avoir des idées créatives et elles émergent de leurs discussions, de leurs échanges informels aussi, ou provoqués par des webinaires ou des réunions, des séminaires ou d'autres. Et ils sont testés par eux et entre différentes passionnés, évidemment, si on est passionné sur un sujet, on a envie de tester quelque chose de nouveau et donc typiquement, on a envie de voir avec d'autres si ça pourrait marcher. Et donc, à plusieurs, on peut co-construire quelque chose de sympathique, d'innovant, qui est après à le montrer ensuite au management, une fois que c'est prêt, dire voilà, regarde, on a pensé à un truc. Et puis, évidemment, cette communauté, elle est favorisée par des espaces et des activités qui sont en lien avec la structure formelle de l'entreprise. Rappelez-vous, c'est un groupe informel qui nage dans une boîte, une entreprise, une organisation qui, elle, est formelle. Donc, il y a ce que les chercheurs ont appelé le middle ground, qui sert un peu d'interface entre le formel qui est en haut et la communauté en bas, qui sont des groupes de personnes qui sont entre elles et qui interagissent pour apprendre, créer, etc. Alors, le middle ground, il a 4 caractéristiques. Il y a les endroits où on se rencontre, les places, où les gens peuvent se rencontrer de manière informelle. Donc, c'est les webinaires, c'est groupes de discussion, forums ou d'autres, ou même endroits physiques. Hein. Et là, ils pourront comme ça échanger entre eux. Il y a le deuxième qui sont les spaces, qui sont les espaces cognitifs où les gens vont pouvoir avoir des débats. Par exemple, ça peut très bien être des questionnements, ça peut être des thèmes de travail pour une communauté, des sujets de prédilection qui sont les espaces dans lesquels ils vont réfléchir. Le troisième, c'est les événements, parce que typiquement, on se retrouve lors d'événements, que ce soit un webinaire, un séminaire ou d'autres, et donc c'est organisé et ils vont donc se rencontrer et en parler encore plus et échanger de manière assez forte. Et puis, in fine, il y a aussi les projets, parce que même si c'est une communauté de personnes qui sont donc volontaires, informelles, ils peuvent se dire, on a 3-4, on a envie de se lancer un projet pour nous, que nous, on va contrôler nous-mêmes, sans que le management ait envie vraiment de se mettre derrière. Et une fois que notre mini-projet, je dirais même en perruque, c'est-à-dire un projet caché de l'organisation, et bien après peut sortir un résultat final. Donc le mot en perruque, je vous rappelle, c'est un terme qui vient du monde des coiffeurs. C'était les coiffeurs qui, de leur côté, récupéraient les cheveux qui tombaient par terre et qui après créaient des perruques pour les vendre
pour se faire un petit peu d'argent. Donc, travailler en perruque, c'est travailler avec l'outil de l'entreprise sans que ça se sache trop. Voilà. Donc, c'est un bon terme, je pense, travailler en perruque, c'est les projets que font les communautés. L'engagement, merci Rhoda. Effectivement, c'est un beau sujet aussi, c'est important. L'engagement, hyper important. Si on est engagé, alors on a envie de pouvoir échanger et faire des mini-projets. Donc, pourquoi j'en parle? Vous me connaissez, mais pas forcément tous. Donc, je suis convaincu de l'intérêt des communautés, ça vous semble évident en m'écoutant, parce que c'est un endroit de confiance. C'est un endroit où les gens se connaissent et donc ils ont envie d'échanger entre eux. Et qui dit confiance dit travail collaboratif, dit meilleur échange et tout ce qu'on peut imaginer. Quand on connaît les gens, ça va mieux que quand on ne les connaît pas. Et sur cela, effectivement, je travaille beaucoup sur l'innovation collaborative et le fait de valoriser les connaissances, entre autres produites par ces communautés. Et ça fait 25 ans que je suis dans ce genre de domaine, en ayant travaillé dans des grosses entreprises ou des petites, mais plutôt pour des grosses multinationales sur ces sujets de communauté et de management des connaissances au sens très large. Et c'est pour ça que maintenant, je suis consultant et effectivement, j'aide des entreprises à pouvoir améliorer leur manière, entre autres, de faire des communautés et de les lancer. Et donc, d'où les masterclass que je fais depuis 6 mois, maintenant 9 mois. Et là, on est dans la 7e, qui sont accélérer l'innovation grâce aux communautés. Vous voyez, c'est un petit peu divers. J'ai communauté, collaboration et d'autres, mais c'est des sujets qui tournent souvent autour des mêmes grandes problématiques qu'on retrouve un petit peu partout. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, si vous avez, vous, un cas pratique, si vous voulez que je vous aide sur un sujet précis, sur comment je peux lancer une communauté, j'ai une envie de le faire, j'ai un problème d'innovation avec différents groupes de personnes qui ne se parlent pas, tout ça, n'hésitez pas, vous me contactez, prenez rendez-vous là-haut, il y a un petit bouton marqué « Prendre rendez-vous ». Rendez-vous, on va passer ensemble 1 heure à discuter, même moins, ça dépend ce que vous voulez, et on pourra effectivement, par rapport à votre problématique, se poser des questions, échanger pour que vous puissiez ressortir avec effectivement quelques idées sur voilà comment on pourrait faire. À la limite, c'est vous qui parlerez et je serai là pour vous donner quelques insights et pourquoi pas des success stories, des leçons apprises, des rex d'autres entreprises pour vous donner quelques idées sur comment avancer après. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Alors, si on voit la notion effectivement de où est passé mon Ubisoft? Non, c'est après Ubisoft, je crois. Non, pourquoi est-ce que Ubisoft a disparu? Oh merde! Alors, j'avais une super slide sur Ubisoft, donc je vais devoir vous la faire en direct parce qu'elle a disparu de mon deck de slides. C'est génial. Donc, je vais vous faire ça en direct. OK? En direct. Donc, Ubisoft, entreprise que vous connaissez tous qui fait du jeu vidéo. Ubisoft Montréal, ils sont à peu près 2000 personnes, je crois. Et dans les années 2000, le patron d'Ubisoft Montréal s'est dit bon, c'est quand même pas très pratique d'avoir. J'avais donc l'organisation classique avec le top management, les grandes fonctions. J'avais plein de projets. Donc, un projet chez Ubisoft, c'est un jeu vidéo. Donc, il y a plein de projets. Donc, imaginez-vous une matrice. J'ai les projets. Donc, le jeu Assassin's Creed, le jeu machin, comment ça s'appelle, les lapins crétins, par exemple, c'est aussi un jeu. J'ai autant de projets que de jeux avec un chef de projet par jeu. Et puis, j'avais en vertical, comme boîte matricielle classique, j'avais les grands domaines, genre le son, l'animation. Et évidemment, ils se sont rendus compte que ça grippait, car dès qu'on est au milieu d'une matrice, qu'on doit reporter à un chef de projet et un manager métier, eh bien, on ne sait plus trop qui est le vrai chef, on ne sait plus trop qui donne les ordres, et ça rend les gens généralement un peu fous, quoi. Donc, ils se sont dit, ça ne marchera pas. Donc, on va casser le système en mettant en fait un système où là, il y aurait uniquement toujours les projets, parce que c'est leur fondement, c'est faire des projets, et en vertical, des communautés. Alors, ils se sont dit, on va faire des communautés par les grands métiers de l'entreprise, dont les gens sont membres dans chacun des projets. Par exemple, la communauté de ceux qui font le son, par exemple, eh bien, il sera entre eux, ils vont échanger entre eux. Idem, ceux qui font les designs de jeux, ceux qui font les effets spéciaux, pas comme ça. D'accord? Mais ils se sont dit aussi, mais Montréal, c'est quand même une ville où il y a plein de gens créatifs, que ce soit dans d'autres compagnies concurrentes de jeux vidéo, ainsi que d'autres espaces créatifs un peu transverses, mais qui peuvent être liés, par exemple, comme le Cirque du Soleil, par exemple. Et on voit qu'il y a des liens entre les gens qui sont des créatifs de jeux vidéo et des créatifs de cirque.
entre autres, et donc, ou de théâtre. Et donc, les communautés de Ubisoft se sont élargies à l'extérieur vers d'autres créatifs, soit chez les concurrents, parce qu'ils se rencontraient évidemment tous les soirs ou presque devant une bière dans un café à Montréal. Si vous connaissez Montréal, vous verrez que c'est hyper sympa. Et ils discutaient de leurs problématiques, de ce qu'ils faisaient entre eux. Et donc, clairement, pour apprendre des autres et apprendre aux autres, ils se sont rendus compte qu'il fallait échanger entre nous, entre membres d'une même métier, mais cross-entreprise, et aussi au-delà vers les gens qui sont des créateurs. Et donc, c'est créé ces communautés vraiment ouvertes à l'extérieur qui bénéficient évidemment à Ubisoft. Aussi, ça s'est ouvert à des gens qu'on n'aurait pas pu imaginer comme ça de manière simple, mais par exemple, des historiens. Vous imaginez Assassin's Creed, ça a lieu dans différentes zones, que ce soit le Moyen-Âge par exemple ou d'autres, et ou le XVIIIe siècle aussi. Et donc, il fallait recréer Paris tel que c'était. Et donc, ils ont fait appel à des historiens, donc ils ont utilisé une communauté d'historiens qui les a aidés à s'assurer que le jeu correspondait bien à ce qu'ils voulaient. Et donc, communauté interne ouverte à l'extérieur, communauté purement externe comme les historiens, ou même la communauté des gamers, ce qu'on appelle dans le jeu, les vidéos, les hardcore gamers, donc les gens qui sont vraiment des joueurs, mais à fond, qui peuvent tester comme ça les jeux avant qu'ils ne sortent, donc avoir leur feedback sur est-ce que le jeu que je produis est jouable, est-ce qu'il est bien jouable, la fameuse jouabilité d'un jeu. Et donc, les hardcore gamers, donc, qui sont leurs clients premiers, vous pouvez aider comme ça à mieux construire le jeu. Donc, différentes communautés internes, ouvertes, externes pures, clients ou partenaires. Et ça permet de pouvoir marcher très bien parce qu'on s'est affranchi de la fameuse matrice. Et donc, les communautés ont pu aider comme ça l'entreprise à progresser et à échanger entre communautés des trucs et astuces entre membres ainsi qu'à l'extérieur parce que dans l'entreprise, évidemment, un jeu, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme une compétition entre chacun des jeux, bien sûr, il ne faut pas non plus que chacun garde ses secrets. Donc, c'était un moyen de pouvoir être transversal par rapport aux différents jeux, grâce justement à cette notion de transversalité due aux communautés. Et ça marche depuis plus de 20 ans et ça marche très bien. Bon, après, il y a d'autres sujets aussi par rapport à comment je réutilise la connaissance dans un jeu, dans un autre. Ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai plus tard parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est un beau sujet par rapport à ce que Ubisoft a appelé les knowledge brokers, qui sont des gens qui servaient à permettre la connaissance apprise dans un jeu à infuser d'autres jeux et comment on réagit à cette problématique de coopétition, la coopération et la compétition entre chaque jeu, et comment Ubisoft a réussi à bien gérer cette coopétition. Mais ça, c'est un autre sujet parce que je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup. Donc, Ubisoft, pour moi, c'est un grand cas de la communauté comme étant voulue par le management pour s'assurer qu'on puisse innover encore plus qu'avant grâce à l'extérieur, à l'interne et les liens entre les gens. Et ça a été voulu par le top management parce qu'ils se sont rendus compte que sans ça, on n'allait jamais être aussi bon qu'on l'était avant. Donc, pensez-y, les communautés, c'est aussi un bon moyen pour ça. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est, eh bien, il faut des communautés, ça on en a conscience, d'accord? Maintenant, je suis l'entreprise, l'organisation, et en gros, c'est quels sont les types de communautés? Donc avant, j'ai parlé des internes. Donc, c'est uniquement dans mon entreprise, j'ai des gens qui uniquement entre eux échangent. Alors, la communauté peut être soit, comme on dit, pilotée, c'est-à-dire que l'entreprise décide effectivement d'avoir une notion de tout arrêter le partage. Hop, voilà. Une notion, par exemple, de l'entreprise décide, je veux que ce soit piloté avec une notion de, il faut qu'il y ait un sponsor, il faut qu'il y ait un animateur de la communauté, etc., avec quelques règles. Ou alors, elle peut décider, ben voilà, c'est spontané. Qui veut en créer une, le fait. Et puis, on verra après ce qui se passe. C'est les deux options. Il y a aussi les mixtes, où là, on mélange des gens de dedans et des gens de dehors, comme par exemple Ubisoft avec les gens d'autres entreprises ou des créatifs. Ou ça peut être totalement externe. Par exemple, dans Ubisoft, c'est les fameux gamers, ceux qui vont utiliser les produits. Donc, clairement, on va travailler avec eux. Ou ça peut être, par exemple, si on fait de l'open innovation, des spécialistes métiers dans les domaines précis qu'on veut faire venir pour de l'innovation dans un sens open avec d'autres personnes. Donc, on peut avoir différents types de communautés par rapport à ça, qui évidemment ne sont pas gérés, animés de la même manière, bien sûr.
Et puis les bénéfices, parce que si je suis l'entreprise, je me dis, mais ok, je laisse mes gens, mes employés être dans des communautés, ça prend un petit peu de temps, encore plus de temps pour ceux qui les animent, mais à la fin, qu'est-ce que j'y gagne en fait en tant qu'organisme? Alors, il y a deux grands gains. Il y a d'abord le grand gain principal qui est l'accès à des sources d'idées innovantes, parce que les gens qui ont des passions sur leur métier ont plein d'idées. Logique. Et donc, on a comme ça accès à des gens, à un réservoir d'idées. Prenez Ubisoft, par exemple. C'est clair que ceux qui font du design de jeux, s'ils discutent avec leurs pairs, auront plus d'idées sur comment faire des choses géniales que s'ils sont tout seuls. Et puis l'autre, c'est la mémoire, parce qu'une communauté dure longtemps, parce que ça ne bouge pas avec l'organisation. Le métier de game designer, tant qu'Ubisoft fera du jeu, il y aura des gens qui feront ce métier-là. Donc ce métier étant perdurant dans le temps, étant résilient, eh bien, il a une mémoire. Et donc, si on veut revenir de « Ah oui, mais ce sujet-là, on l'a testé il y a 5 ans et puis ça ne marchait pas », ça peut aider pour éviter de faire 2 fois les mêmes bêtises. Donc, la notion de mémoire de l'entreprise via les communautés, c'est super important. Puis après, sur les 3 grands types, pensez les internes, eh bien, les grands gains, c'est le fameux partage de bonnes pratiques, les retours d'expérience, ce qui a marché, ce qui a mal marché, pour aider justement à ne pas faire d'erreurs de foi et être meilleur sur un processus métier, par exemple, ou sur la manière dont je peux concevoir une interface graphique, par exemple, pour un jeu. C'est aussi casser les silos. Ubisoft, les projets étaient chacun de leurs silos dans leur coin. Je casse les silos grâce aux communautés métiers sur les grands métiers de l'entreprise. Alors, mix, c'est j'élargis mes points de vue. Si je fais appel à des gens de l'extérieur pour m'aider, comme les fameux créatifs, alors ça m'aide justement à avoir un meilleur point de vue sur le monde extérieur et qui m'aide à être meilleur. Je pense que vous tous, vous devez être plus ou moins en lien avec des gens en dehors de votre entreprise pour vous donner quelques idées dans des communautés métiers. Moi, j'en suis dans plusieurs et ça m'aide beaucoup. Et puis externe, c'est encore beaucoup plus large. J'ai un produit, par exemple, Salomon qui veut produire des chaussures, a des communautés de runners qui sont là pour donner des idées sur comment rendre mon produit meilleur pour que moi, le runner, ça m'aide à courir mieux dans des compétitions. Ou la mise au point de produits. Michelin s'en sert beaucoup pour ça aussi. Faire du buzz, ces fameuses communautés qu'on voit sur Internet, c'est aussi un des moyens pour ça. Et puis les talents, ça peut aussi être une bonne idée. Dans les gens avec qui on est en contact à l'extérieur, dans des clients, mais par exemple dans des communautés de gens qui sont des utilisateurs, on peut très bien récupérer des gens. Par exemple, typiquement, j'ai un exemple chez Microsoft, la communauté de ceux qui sont qui font du change management chez les clients de Microsoft pour déployer les solutions Microsoft. Il y a une communauté de ça, on est à peu près 2000. Eh bien, il y a un des gars qui est un super animateur dans son entreprise, a été recruté par Microsoft pour être en gros le méta-animateur du groupe, parce que justement, ils avaient vu qu'ils avaient des super compétences d'animation et qu'ils pouvaient comme ça aider Microsoft à être meilleur par rapport à ses clients, qui sont les gens qui animent du change management en entreprise. Donc là, effectivement, la notion de trouver les talents, c'est un bon moyen. Microsoft l'a très bien fait par rapport à ça. Alors maintenant, les acteurs, ils ont tous des besoins, d'accord? En tant qu'être humain, on a tous des besoins. Je ne vous ferai pas la pyramide de Maslow parce que ce n'est pas le but, hein, mais parce que je ne suis pas encore rendu, non, j'ai un couvert, j'ai un gîte, et après on peut monter plus haut, d'accord? Donc là, c'est en tant que personne dans une entreprise, ma première motivation qui est très forte, c'est d'être reconnu par mes pairs. J'ai une passion, je veux que mes pairs sachent que j'existe et que j'ai fait des choses sympas qui peuvent les aider, que donc ils me reconnaissent comme étant un égal de eux. Donc fondamentalement, être dans un groupe, être reconnu par ses pairs, ça motive énormément les gens pour être dans une communauté. Le deuxième, effectivement, motivation, c'est la confiance. L'empowerment, effectivement, Rauda, alors je vais en parler un peu plus loin, effectivement. La notion, effectivement, c'est la création de liens entre les membres, c'est la confiance. Si j'ai confiance entre les gens, il y aura des liens qui sont créés. Les deux, évidemment, sont liés ensemble. Et il y a un principe fondamental dans une communauté. Le principe fondamental, c'est la notion de don contre don et de don sans espérer un retour. Il faut d'abord être prêt à donner avant de prendre ou recevoir. Si on n'est pas prêt à donner quelque chose à quelqu'un gratuitement, eh bien, il n'y aura pas de confiance. Donc, parce qu'on dira, il me donne parce qu'il veut un truc.
Si vous donnez naturellement une information, de la connaissance, un document, un lien, des contacts, eh bien, les gens vous diront « Ah, il est pas mal parce qu'il m'aide ». Et après, comme ça, ben, il pensera à vous un jour. Donc, pensez-y, la notion de don contre don, c'est super important par rapport à ça, et même de don sans rien du tout en face. Et puis, la zone de confiance qui permet que les gens soient libres d'être dans une communauté et qu'on leur foute la paix. Le management n'a pas à savoir ce que font les gens dans les communautés. Troisième, c'est l'inspiration. Il faut des causes qui mobilisent effectivement les gens, effectivement. Et donc, la cause, par exemple, ça peut être très bien exprimé par une charte de la communauté, ou appelé aussi un manifeste, qui dit, ben voilà, on est là pour ça, notre communauté traite de tel sujet, Ubisoft, par exemple, game designing, et on veut une espèce de code d'attention, voilà comment on va travailler ensemble, comment on va échanger, comment on va échanger entre nous, avec l'extérieur. Donc ça, on définit des règles, des conventions, et c'est ça qui va de créer cette notion de cause qui va mobiliser les gens et les inspirer à être encore plus effectivement avec eux. Le dernier, c'est animation, et ça, j'en parlais déjà avant dans d'autres réunions, hein. La notion de rythme, de rituel. S'il n'y a pas de rituel dans une communauté, elle n'avancera pas. Donc, l'animation est fondamentale et elle est très généralement due à une ou des personnes qui vont animer le groupe de telle manière que les gens se rencontrent fréquemment, qu'ils échangent et qu'ils partagent et qu'ils fassent des comptes rendus, par exemple, et d'autres pour que les gens continuent à venir et apprennent des autres. S'il n'y a pas d'animation, eh bien, il ne va rien se passer. Alors, l'empowerment, moi, je dirais, Rauda, je le mettrais effectivement avec la motivation et la confiance. C'est un petit peu entre les deux parce qu'on a effectivement, on est délégué à. Il faut que le management laisse vivre la personne pour qu'elle ait effectivement, tu as le droit d'être dans une communauté et on te laisse tranquille. Ça, c'est important, effectivement, par ça. Pouvoir agir, effectivement, donc ça veut dire que, alors, dans le cadre d'un quelqu'un qui anime un groupe, la fameuse animation, ce qu'on appelle un animateur ou un community leader, eh bien, il faut au moins lui donner entre 10 et même 20% du temps pour qu'il puisse ou elle puisse faire son rôle convenablement. Donc ça veut dire que là, il y a de l'empowerment et même carrément, on lui donne du temps, donc ça veut dire qu'on a confiance que ça va marcher. Alors, pour que ça marche, effectivement, il y a plein de conditions, mais je ne vais pas en mettre, j'en ai mis plusieurs, mais j'ai un focus sur quelques-unes. Le management, l'entreprise doit comprendre la communauté. En gros, elle a été créée, soit de manière spontanée, souvent c'est spontané, mais ça peut aussi être organisé. Hein. Et puis, c'est quel est l'intérêt, pourquoi les membres sont effectivement à l'intérieur. Et puis, la communauté doit se poser la question, quels sont les domaines qui intéressent à la fois l'entreprise et la communauté. Parce que s'il y a un fit très bon entre la stratégie de la communauté, non, de l'entreprise, et ce pourquoi la communauté a été créée, alors il y aura un très bon fit futur dans la manière relation entreprise-communauté. Si vous êtes, encore une fois, jeu vidéo, une communauté de game designers, il est clair que vous aurez un très bon fit avec l'entreprise. Si vous créez une communauté d'apiculteurs, à mon avis, ça ne va pas être la même chose. À moins qu'il y ait un jeu vidéo qui s'appelle Maille à l'abeille et que dans ces cas-là, effectivement, eh bien, l'apiculture joue un grand rôle. Mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt. Donc, le fit, effectivement, qu'il y a entre la communauté et la stratégie de l'entreprise est fondamental. Pour respecter les valeurs qui sont souvent, effectivement, la notion de bienveillance, de liberté, droit de parole, ne pas juger, effectivement, c'est fondamental. Si le management commence à juger les gens dans les communautés, c'est clair que c'est mort. Alors là, soutenir, effectivement, ça peut très bien être créer un environnement bienveillant dans lequel, effectivement, eh bien, l'entreprise va se dire, la communauté va se dire, l'entreprise m'aime bien parce que justement, eh bien, on se sent bien pour pouvoir créer une communauté, en faire partie, participer, faire des discussions, parler de choses et d'autres, même parfois un peu critiquer ce que l'entreprise a comme stratégie pour pouvoir proposer des choses qui peuvent aider justement des idées un peu innovantes qui sont un contre-courant de ce que le top management pense être les bonnes idées pour la boîte. Donc, c'est très utile d'avoir des gens capables de penser différemment. Elle peut aussi aider à la structuration de la communauté en aidant par exemple à ce qu'il y ait un animateur, qu'il y ait des chartes pour tout le monde, qu'il y ait un programme de communauté par exemple. Et puis reconnaître que les gens font partie et ont aidé l'entreprise à.
Par exemple, aider à trouver une nouvelle idée, aider à mettre en place un nouvel processus, imaginer une nouvelle manière de faire quelque chose et de dire, voilà, grâce à la communauté, grâce à machin, on a réussi à faire ça. Bon, les moyens, tout le monde en veut, donc généralement, c'est du temps donné aux communautés pour pouvoir faire des choses. Et puis, le management peut très bien se dire, bon, tiens, j'ai des idées un peu challengeantes et j'ai envie que quelqu'un la creuse. Et il se dit, ben, ces cas-là, dans les communautés que j'ai dans mon entreprise, qui pourrait m'aider? Et donc, partir à la chasse de la communauté dont le thème correspond à l'idée qu'on veut creuser et lui dire, ben voilà, pour vous, les gars, j'ai un challenge de l'entreprise et je serais bien si vous pouviez effectivement réfléchir dessus. Et il y a des cas effectivement de challenge qui peuvent être soit internes, soit externes, qui peuvent aussi mener à des nouveaux projets par cette espèce de titille. Et quand on est par exemple une communauté d'experts, des gens qui aiment bien leur métier et qui aiment bien creuser les choses, comme des ingénieurs par exemple, avoir un truc à creuser que la boîte propose, c'est très valorisant en termes de recherche de sujets parce que c'est un peu transverse, on voit d'autres gens et on pense sur des choses nouvelles. Et puis, aussi aider l'entreprise, les communautés à se parler entre elles et pas refaire des silos de leur côté, mais qu'elles puissent se discuter entre elles en ayant des sujets cross-communautés, de la manière qu'un thème puisse être traité par différentes communautés en parallèle. Pas de questions pour le moment? Là, je vois, je parle, mais il n'y a pas de questions. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, allez-y, c'est en bas dans le chat et je vais pouvoir comme ça vous voir effectivement me poser des questions ou des remarques. Hein, vous êtes libre de pouvoir dire un mot sur le sujet. Donc, je vous laisse 10 secondes. Avez-vous des remarques, des suggestions par rapport à ça? Il n'y a pas de remarques, pas de suggestions. Êtes-vous réveillé? Je sais bien qu'il est 1h30. Le déjeuner doit être dans votre estomac. Est-ce que c'est... Ah, voilà. Donc, Raouda dit super. Bon, déjà, un feedback. Il y en a au moins une qui ne dort pas, c'est Raouda. Bon, très bien. Alors, merci, c'est très clair. Je continue. Et après, on aura un jeu collaboratif. Hein, attention. Hein. Il y a toujours avec moi un moment où on va brainstormer ensemble parce que vous êtes des super héros, plein d'idées, beaucoup plus que moi. Et donc, on pourra comme ça brainstormer ensemble. D'accord? Donc, maintenant, avant c'est la boîte, maintenant c'est le manager ou la manager. Quelle attitude doit-il adopter qui permettrait de développer sa capacité, effectivement, en tant que personne, à mieux travailler avec les communautés qui innovent? C'est important en tant que manager, c'est qu'est-ce que je devrais avoir en tête comme mode de management? Alors, justement, avant de dire ça, comment gérer la confidentialité des projets? Alors, effectivement, on peut imaginer que, par exemple, qu'une communauté, qu'un management demande, tiens, voilà, ce serait bien que vous creusiez un sujet X sur... j'ai une idée comme ça qui me venue d'une boîte avec qui j'ai travaillé. C'était des communautés d'experts. Donc, il y avait des experts dans différents domaines, c'est dans l'informatique. Donc, différents domaines, que ce soit dans le réseau, dans la programmation, dans ce qui s'appelle le IoT, l'Internet des objets, etc. Et puis, il y avait la communauté des experts qui prenaient des gens dans ces différentes communautés, mais experts, et les mettaient entre eux. Et ils se sont dit, pour motiver les experts, on va leur donner un challenge, effectivement un peu confidentiel. Donc, ils ont demandé aux experts donc, dans la communauté, voilà, il y a le sujet X qui est intéressé. Bon, il y a 3-4 doigts qui se lèvent. Dans ces cas-là, ils font leur étude eux-mêmes, entre eux, évidemment de manière confidentielle, donc sans en parler aux autres, hein, parce que le but, c'est qu'ils bossent eux-mêmes sur le sujet. Donc, ils vont faire un espèce de travail de 2-3 mois entre eux, que d'abord, ils vont montrer effectivement à leur pairs. Donc, il y aura effectivement un webinaire où là, il y aura, en tant que communauté d'experts, ils ont quand même ils sont quand même pas cons, hein. Ils ont quand même comme manière de fonctionner que tout ce qui est dans la communauté reste dans la communauté. Ça ne part pas à l'extérieur, parce que c'est vraiment entre nous. Donc, ils font un webinaire entre eux. Ils ne sont pas nombreux, donc une vingtaine, donc ça va encore. Il y a entre 20 personnes. Ceux qui ont le projet exposent à leur pairs, voilà ce qu'on a eu comme idée, comme réponse à la question du top management. Et avec les feedbacks qu'ils ont récupérés, ensuite font une presse devant le management qui a demandé de réfléchir là-dessus. Et puis, c'est tout. Si le management veut le publier, il le publiera, mais le rapport est pour eux.
et seuls les membres de la communauté sont au courant que ça existe et ils n'ont pas le droit de le diffuser. Ça marche très bien. Donc, c'est une notion effectivement de responsabilité. Dans une communauté, la confiance vient au fait de la chose que l'on ne divulgue pas, ce que des membres ne veulent pas qu'on divulgue à l'extérieur. Si quelqu'un rompt ce pacte, eh bien, il est exclu parce qu'effectivement, ça sape la confiance totale de tout le monde pour la communauté. Donc, je reviens à l'attitude managériale. Donc, typiquement, si je suis le manager, je suis un manager malin qui veut tenir compte, se dire, tiens, est-ce que les communautés peuvent m'aider? Eh bien, si j'ai un problématique, je vais aller donc rechercher quelle communauté pourrait m'aider. Donc, je vais partir à la recherche sur le Yammer de l'entreprise, ce qui s'appelle aussi un réseau social d'entreprise, ou contacter des gens qu'il connaît. Mais je peux venir avec mes gros sabots, pouf, voilà pouf, ce serait voilà ma demande, boum, allez-y, puis en 3 mois, revenez vers moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut faire pas de blanche, il faut rentrer, dire oui, votre sujet m'intéresse, votre communauté, est-ce que je peux rentrer? Il rentre, il écoute, il pose des questions, puis il voit effectivement que les gens sont capables de répondre à sa question, qu'après, il pousse sa question en espérant que quelqu'un va répondre. Et généralement, ils vont être en friand de réponses, et bien, ils vont commencer à réfléchir. Et avec ça, au bout d'un moment, les gens vont venir. Donc, il y a beaucoup de managers dans les communautés, mais qui ne sont pas là en tant que managers, avec les casquettes. Ils sont en tant que membres, étant aussi managers, mais ça n'a rien à voir. Ils sont membres. Et en tant que membres, ils vont faire comme tout le monde, participer aux échanges, poser des questions. Et puis, quand ils auront un sujet qui leur tient à cœur, ils vont le soumettre pour que la communauté puisse plancher dessus. Donc ça, c'est important de se dire, effectivement, je suis... En même temps, si dans mon équipe, j'ai des gens qui sont des membres de communauté, eh bien, clairement, mon rôle, c'est de leur donner du temps pour qu'ils puissent le faire, leur dire, c'est super que tu fasses ça, j'approuve que tu sois membre. Et by the way, si tu pouvais me faire une présentation 1 fois par an sur ce que tu as appris pour que nous, on se nourrisse de ce que tu as appris, ce serait sympa. Donc, d'avoir une espèce de feedback du membre auprès du management et de son équipe plus large pour que les gens comprennent à quoi la communauté peut servir aux membres et donc servir à l'ensemble du groupe qui est à côté. Alors, Dan, le formel et l'informel, je vais parler au début, c'est ce qui s'appelle le middle ground, qui sont la manière, les 4 sujets space, place, événement et puis projet, qui relient le management en haut avec en bas la communauté. Et c'est comme ça qu'on articule les liens entre les deux. Ça, c'était au début. Je ne sais pas si vous étiez là au début. Je peux en parler plus, mais il ne reste que 10 minutes. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, la flèche en haut, et je pourrais vous en dire plus, effectivement. Donc, ça, c'est l'attitude. Mais effectivement, le middle ground, c'est vraiment les 4 objets qui permettent de pouvoir faire ce lien entre les uns et les autres. Il nous reste 12 minutes. Alors, mon petit jeu, parce que j'aime bien ce petit jeu, et je pense que vous l'aimez tous parce que ça a toujours un très bon succès, c'est un petit brainstorming. Alors, attendez, j'ai une question de Laurence. Indépendamment de l'attitude managériale, pour moi, l'accès à des communautés facilité par LinkedIn, c'est vrai, absolument. LinkedIn permet d'avoir plein de communautés transverses sur plein de sujets différents. Alors, par contre, le problème de LinkedIn, c'est comme ce n'est pas géré, il peut y avoir plein de communautés sur les mêmes sujets. J'ai au moins 10 communautés où je suis inscrit sur le sujet des communautés. Il y a de tout et de n'importe quoi. Et donc, on peut se dire, au moins en entreprise, si c'est mieux géré, il y en a une, peut-être 2, mais au moins, il y a des gens en charge de s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons. Sur Internet, quiconque va créer un groupe, et après ensuite, il espère que les gens vont venir. LinkedIn, c'est très bien, mais c'est vrai que ça permet de pouvoir créer des réseaux et donc des communautés externes par rapport à des sujets qui m'intéressent. Effectivement, c'est une très bonne remarque, Laurence. Pendant que vous faites ça, je vous ai mis un lien dans le chat. C'est l'évaluation du webinaire d'aujourd'hui pour avoir votre feedback sur le webinaire. Ça m'aide à faire le prochain. Votre feedback me sera très utile pour la suite. Donc, je regarde ce que vous mettez. Effectivement, adaptation marché, stratégie, réponse client, etc. Donc, là, effectivement, sont des beaux sujets. Accélérer, anticiper, temps d'avance. Alors, si vous avez 3 minutes de plus, ce qui, à moins que d'autres idées arrivent, c'est de se dire,
On va faire un petit jeu. C'est comme vous savez, quand on est dans une salle, il y a les post-it sur les murs. Et puis on donne aux gens des gommettes pour dire bah, vous avez 3 gommettes et vous les mettez où vous voulez pour donner un peu pouvoir voter sur les meilleures idées. Donc là, j'ai mes gommettes virtuelles, c'est des petits cœurs. Donc si vous cliquez vous revenez sur mon écran, si vous cliquez par exemple sur une idée, apparaît la couleur qu'on peut changer. Il apparaît aussi un cœur. Si je mets un cœur sur synergie, il y a un cœur qui apparaît. Donc, vous avez à peu près, disons, 2 cœurs par zone, hein, donc 4 cœurs en tout. Et je vous laisse voter pour les 2 meilleures idées à gauche et les 2 meilleures idées à droite. D'accord? Donc, je vous laisse voter. N'oubliez pas, vous prenez un cœur et vous allez directement sur le cœur. Donc, regardez bien le cœur. On commence à avoir des votes effectivement qui viennent. Donc, si je regarde les votes, ben, ouais, synergie, c'est pas mal déjà. Vous avez, ça c'est à gauche, et puis à droite, il y a motivation des salariés, ouais, ça c'est clair. Les process sont améliorés. Précurseur. Il n'y a plus beaucoup de votes quand même, hein. N'oubliez pas de voter. 2 cœurs chacun. Amélioration continue, effectivement. Motivation, c'est des beaux sujets, ça, effectivement. D'accord. Donc là, on a rapidement, on était 9, hein, un espèce de feedback complet sur les communautés, sur et en quoi ça peut aider l'innovation. Alors, je vous rappelle, j'ai mis un lien pour votre évaluation du webinaire. Pensez-y, votre feedback me sera utile. N'oubliez pas, si vous voulez prendre rendez-vous, de cliquer là-haut, prendre rendez-vous, cliquez ici pour qu'on puisse discuter de votre problématique de communauté et d'innovation. Et donc, on puisse comme ça trouver quelques idées, parler de Rex que l'on peut avoir. Mettez votre point de vue sur le webinaire. Le prochain webinaire sera dans un mois, la date à définir, et le sujet sera innovation collaborative et gestion des risques documentaires. C'est un sujet un peu différent, mais qui a quand même à voir avec la notion de document et donc de connaissance. Et ça peut aussi aider l'innovation quand même, parce que si on gère mieux ces documents de référence, alors on aura assez d'historique pour mieux innover en s'inspirant du passé et en évitant de réinventer la poudre. Voilà, donc je vous laisse une très bonne après-midi pour votre prochain meeting qui aura lieu à 14 h. Donc vous avez 10 minutes pour vous relaxer jusqu'au prochain meeting et je vous souhaite une très bonne journée.